lors du premier lundi de chaque mois, il est possible qu'à un moment donné, cela s'intensifie. C'est d'avoir une thématique qui se fait en visio, 12h, 13h. L'idée, c'est qu'on soit et qu'on tienne le timing avec des éléments aujourd'hui qui font que, ben, bien évidemment, il y a des remerciements à faire pour tous ceux qui interviendront. En l'occurrence, merci à Olivier Sigaud, directeur de la Banque de France de Vendée. Merci à Morgane Marot, qui est le président de la Fédération bancaire française pour la Vendée. Et puis interviendra également Nadège Fillon, qui est directrice du corporate, avec notamment l'angle énergétique et transition énergétique, pour les deux sujets que nous allons avoir à évoquer en termes de programme. On va faire un point économique sur la première demi-heure, qui va à la fois traiter un point de conjoncture qui nous sera présenté par Olivier, croissance et inflation, et puis un deuxième point qui sera fait cette fois et animé par Morgane, pour notamment un point d'étape de ce qui concerne les financements et le monde bancaire, on va dire, avec notamment un angle sur les PGE, puisque nous sommes juste à 2 ans des PGE qui avaient été mis en place. Tout le monde s'en souvient bien. Certains, effectivement, profitaient d'une période de franchise. Donc, l'idée, c'est de faire un point d'étape sur les PGE et de savoir aussi ce qu'il est possible de faire avec le concours toujours d'Olivier sur d'éventuels remodelages, on va dire, des PGE. Donc, on va parler de ça pendant la première demi-heure. Et puis, la deuxième demi-heure, aujourd'hui, il est presque quasi interdit à une quelconque entreprise de pouvoir se priver d'une stratégie dans le cadre de la décarbonation, tout simplement parce que cela viendra impacter ses demandes de financement et donc d'investissement et donc d'innovation pour l'avenir, quel que soit le secteur d'activité. Et en tant qu'organisation interprofessionnelle, il était très logique que le MEDEF s'en empare. Voilà pour le programme qui nous attend dans cette heure. Terminons avec juste le confort de tous. Pour le confort de tous, un grand merci de pouvoir, autrement que nos intervenants, de pouvoir couper les micros, couper les caméras pour avoir une bande passante qui soit la meilleure possible. Et enfin, également, vous pouvez poser des questions sur tout ce qui est dit. Et en l'occurrence, vous le faites par le biais du chat de la conversation Teams, donc n'hésitez pas par rapport à ce point. Si nous n'avions pas, par une densité très très forte des questions qui pourraient être posées, s'il n'y avait pas la capacité de pouvoir y répondre intégralement pendant cette heure, et bien dans ce cas-là, bien évidemment, on y répondrait a posteriori, puisque nous avons toutes les personnes qui participent à ce lundi MEDEF. Donc voilà pour ce point. Que dire? Et enfin, je termine avec cette visio est enregistrée. Hein, voilà, donc elle est enregistrée puisque derrière, on la poste sur notre chaîne YouTube MEDEF Vendée pour avoir effectivement une traçabilité pour ceux qui auraient pu, en dernière minute, ne pas pouvoir se connecter ou pouvoir reprendre le replay. Voilà pour le cadre dans lequel nous sommes. Et donc, bienvenue Olivier. Bonjour Olivier, directeur de la Banque de France Bonjour, Vendée, pour bonjour à toutes et à tous. évoquer, voilà, en l'occurrence le point conjoncture que l'on fait. Olivier, tu peux prendre la main sur le diaporama si tu veux, si ça t'arrange, ou alors sinon je passe et que tu me donnes le top. Non, bah donne-moi la main. Je ne sais pas comment la Eh, prendre, mais donne-la moi. écoute, alors, hop, tac, donc, alors, est-ce que je vais pouvoir, pourquoi il ne s'affiche pas? Normalement, toi, tu as dans le haut la capacité de pouvoir prendre la main. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Écoute, non, bah écoute, c'est pas grave, je te ferai signe et puis Je le passe? voilà, Ouais, c'est tu me bien fais ça. signe. Ouais, 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 très voilà. bien. Ok, Faisons bah ça. vas-y. Première slide. C'est parti. Ok. Donc, on a de la chance puisque en fait, on vient de sortir les dernières prévisions hein, il y a quelques jours sur l'activité économique en France et on est plutôt sur une situation plus satisfaisante qu'elle ne l'était lorsqu'on avait fait nos prévisions au mois de décembre. Vous voyez, on peut parler des 3 R en fait. Hein. On avait
plutôt une résilience en 2022 avec une croissance. Alors c'est tout petit, mais en 2022, on a eu une croissance de 2,6%. Et là, pour 2023, on table sur une croissance de 0,6%. On voit qu'il y a un ralentissement, hein, c'est notre deuxième R, mais une reprise, ce fameux troisième R, hein, donc résilience en 2022, ralentissement en 2023, mais surtout reprise de l'activité économique et de la croissance économique en 2024, avec des provisions de 1,2% et 1,6%, 1,5, 1,6% en 2025. Donc, c'est assez satisfaisant pour 2023 parce qu'on craignait quand même une récession qui n'aura sans doute pas lieu. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que le marché de l'emploi est fortement résilient. On n'a jamais été autant au travail, hein, en France, hein, puisqu'on a créé 1,1 million d'emplois entre 2021 et 2022, donc sur 3 ans. Donc c'est plutôt pas mal. On aura sans doute, hein, compte tenu de la baisse d'activité en 2023, même si on est à 0,6, mais on est quand même un peu plus bas qu'en 2022, il y a une réalité. On aura sans doute une petite pointe de chômage, et ça c'est pour la France. Il est clair que la situation en Vendée, notamment, est un peu différente, avec un taux de chômage qui est bas, qui est même très bas, et surtout une préoccupation très forte des chefs d'entreprise, hein, pour recruter, puisque 50% d'entre vous, hein, lorsqu'on vous interroge, vous nous dites avoir des problèmes de recrutement. C'est énorme, hein. Un chef d'entreprise sur deux a du mal à recruter. Donc, c'est une situation globalement préoccupante, puisqu'elle elle a un impact sur la capacité à honorer les commandes. Alors, on parle de croissance, mais ce qui importe beaucoup aujourd'hui, c'est l'inflation. Et sur le slide numéro 2, Samuel, l'inflation, j'attends qu'il passe, mais l'inflation devrait atteindre son pic au cours du premier semestre. Samuel, tu peux passer le slide suivant? Super. Et aujourd'hui, lorsqu'on mesure l'inflation, alors il y a différents calculs. Celui dont on se sert à la Banque de France, c'est l'IPCH, l'indice des prix de consommation harmonisé. Pourquoi? C'est la même formule de calcul dans tous les pays d'Europe et ça permet de nous comparer. Et l'inflation aujourd'hui, elle est à 7,3%, c'est beaucoup trop haut. Et comment elle est composée, cette inflation? Lorsqu'on regarde les petites barres de couleur, ce qui est en beige, en fait, c'est la part de l'énergie dans l'inflation. Et vous voyez, en 2022, cette part a été très, très, très importante, hein. D'ailleurs, c'est ce qui a expliqué la forte hausse de l'augmentation des prix, hein, qui était tirée par l'inflation. Et là, on voit que l'énergie, hein, le petit beige, effectivement, commence à diminuer au profit, j'allais dire malheureusement, de l'impact en bleu clair. C'est tout ce qui concerne l'alimentaire. C'est l'alimentaire aujourd'hui qui tire l'inflation par le haut. Et en dessous, en bleu foncé, on a les produits manufacturés, donc c'est tous les produits transformés, hein, qui ont fait l'objet d'une augmentation de prix, puisque il fallait, les chefs d'entreprise, vous avez tenu compte effectivement de la hausse des matières premières, la hausse de l'énergie dans vos prix de vente, que vous avez pu répercuter partiellement ou totalement pour certains. Et le vert, ça, c'est les services, hein, c'est les services qui effectivement ont commencé à augmenter leur prix, notamment parce qu'il y a eu un fort impact de la hausse des salaires. Si on regarde le graphique de droite, il y a deux courbes. La courbe noire, c'est l'inflation totale. Et on voit qu'on devrait atteindre ce pic à partir du mois de janvier et baisser progressivement. L'objectif, c'est d'atteindre 2% fin 2024, fin 2025. On devrait être fin 2023 autour de 3,8% d'inflation. On part à 7,5, on va baisser à 3,8. Si on regarde sur le slide suivant, comment les choses et pourquoi les choses vont évoluer, on va s'intéresser en fait à la composante énergie alimentation. Énergie et alimentation, c'est des choses sur lesquelles, pour être très franc, on n'a pas vraiment la main. C'est des choses qui sont très volatiles et qui s'imposent à nous. La bonne nouvelle, c'est que si vous regardez la courbe sur le graphique gauche, on a une courbe noire, c'est le pétrole, on a une courbe bleue, c'est le gaz. On a eu un fort pic, hein, une forte augmentation de ces deux prix, de ces deux pardon, énergies. Et vous voyez que la tendance est à la baisse. On le sent, hein, on le voit déjà sur les marchés, ça baisse. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, la baisse est plus importante que celle qui était prévue au mois de décembre. Et grâce à cette baisse, on va en fait bénéficier d'un reflux de l'inflation. Je vous disais, hein, on devrait atteindre 3,8-4% à la fin de l'année. Sur le graphique de droite, c'est l'alimentation.
L'alimentation, alors il y a une courbe rouge, une courbe noire. La courbe rouge, c'est le prix des matières agricoles. On lit ça sur l'échelle de droite, hein. Vous avez vu la flambée des cours des matières agricoles, hein, et l'inflation, évidemment, a suivi, hein, puisque l'inflation, si on regarde le pic là aujourd'hui, on est autour de 14%, hein, sur le prix de l'alimentaire, hein, une hausse beaucoup, beaucoup trop importante, sachant que ça représente une partie très, très importante dans le panier de consommation des ménages. Mais on devrait avoir, à compter du troisième trimestre, de ce troisième trimestre, donc cet été, une décrue des prix de l'alimentaire. Donc, autant l'alimentaire et l'énergie qui ont eu une envolée des prix très importante à tirer l'inflation par le haut, on va avoir l'effet inverse au cours de ce deuxième semestre, avec une tirée vers le bas de l'inflation grâce à l'alimentaire et au pétrole. Alors, si on passe sur le slide suivant, l'alimentaire et le pétrole, effectivement, ont un impact sur l'inflation, mais il n'y a pas que ça, on l'a vu, hein, on a aussi tout ce qui concerne les produits manufacturés et les services. Et là, c'est ce que l'on appelle en fait l'inflation sous-jacente, hein, sur laquelle on peut avoir un impact. Et cet impact-là, on l'a grâce à la politique monétaire. Et c'est là où la Banque de France intervient, c'est-à-dire la hausse des taux. Vous l'avez vu et on le voit tous, hein, les taux ont fortement augmenté, hein, sous l'impulsion de la Banque de France, puisque on a augmenté très fortement les taux, chaque fois à hauteur de 0,5, 0,5, 0,5. Aujourd'hui, les banques se financent à 3,5% auprès de la Banque de France, auprès de la Banque centrale européenne, et ce qui entraîne mécaniquement une hausse de leurs taux lorsqu'ils vous financent, vous, chefs d'entreprise, ou bien évidemment les particuliers. C'est en fait le moyen pour lutter globalement contre l'inflation et notamment l'inflation dite sous-jacente. Sous-jacente, c'est quoi? Ben, c'est hors énergie et hors alimentaire, ce qu'on vient de voir. Et donc, c'est l'impact des produits manufacturés et des services. Alors, sur les produits manufacturés, effectivement, les entreprises ont pu répercuter, c'est ce que je disais, une partie de la hausse de l'entrée des coûts matières. Et on le voit sur le graphique en bas qui s'appelle taux de marge. Finalement, les marges ont été un peu pincées, ont un peu baissé, mais ont globalement bien résisté, hein, par rapport à ce que l'on a vécu dans les crises précédentes, notamment dans les crises des années 70, où les marges avaient été beaucoup plus impactées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les entreprises sont peut-être pas très à l'aise. Vous avez énormément subi la hausse des coûts matières et des coûts de l'énergie, mais finalement, on a pu passer certaines hausses. On voit qu'aujourd'hui, on atteint un palier, hein, c'est-à-dire qu'il y a un certain plafond, hein, sur lequel on ne peut pas aller au-dessus parce que sinon, après, effectivement, le consommateur ne s'y retrouve plus. Mais globalement, les marges ont pu être préservées. Sur les services, on a un impact très fort. Les courbes que vous voyez sur les graphiques, le graphique du bas, donc il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs courbes, pardon. La courbe noire, c'est le SMIC. Celle qui est, j'allais dire, intéressante, c'est celle sur le SMPT, hein, c'est le salaire moyen par tête. Le salaire moyen par tête, c'est en fait, si on prend toutes les augmentations à la fois collectives, mais aussi les primes, aussi l'intéressement, hein, c'est la fameuse courbe en pointillé noir, hein. C'est celle-là sur laquelle on va tabler pour voir quelles sont les évolutions qui ont eu lieu et quelles sont les évolutions à venir. Et il y a eu énormément de hausses, hein, évidemment, hein, des sollicitations de la part des salariés pour faire face à l'inflation, des négociations des NAO qui ont été beaucoup plus impactantes qu'elles ne l'étaient précédemment, et qui du coup, notamment au niveau des services, hein, qui sont de forts employeurs, hein, qui ont un taux de main-d'œuvre qui est très important, ben, a entraîné une hausse des prix. On le sait tous, hein, dans l'hôtellerie, dans la restauration, hein, des salaires qui ont fortement augmenté et donc des prix en conséquence qui ont évolué. Et ce sont ces deux éléments, à la fois les produits manufacturés et les services, qui composent l'inflation, qui vont être, j'allais dire, plus durablement élevés. On va avoir une baisse globale énergie alimentaire. Par contre, produits manufacturés et services devraient rester encore un peu élevés sur les prochaines années. Du coup, sur la slide suivante, on fait un point rapide sur les salaires. On a eu une hausse en 2022 de 4,8% des salaires et on estime en 2023 que la hausse des salaires moyens devrait attendre 6 à 7%. C'est le fameux salaire moyen par tête. Alors attention, hein, quand je dis ça,
Je ne dis pas que vous allez augmenter de 6 à 7% encore les salaires. C'est une véritable moyenne. Ça peut, sur le slide suivant, Samuel, si tu veux bien. Voilà, merci. Ça peut effectivement être différent selon les branches, selon les secteurs d'activité. Pour autant, on est quand même sur une augmentation attendue en 2023 des salaires. On va avoir cet impact-là des salaires qui va globalement continuer à impacter, c'est ce que je vous disais, hein, notamment les services et le prix des services et l'inflation. On estime aujourd'hui qu'il n'y a pas d'emballement de ce prix, de spirale prix-salaire, parce qu'aujourd'hui, même si les salaires augmentent, ils augmentent de manière moins importante que l'inflation. On le voit, fin 2022, on est à plus 4,8% d'augmentation des salaires en glissement annuel, alors qu'on était à plus 7, plus 8% d'inflation. La seule chose, le seul salaire qui augmente au même rythme que l'inflation, c'est le SMIC. Pour les autres, on peut avoir des décalages et on peut avoir des niveaux inférieurs. Sur le pouvoir d'achat, c'est le graphique du bas. Alors, contrairement à ce qui peut être ressenti, et on sait très bien que le ressenti individuel et collectif est différent, finalement, le pouvoir d'achat en 2022 et d'ailleurs en 2023 est resté stable. Si on le lit sur le graphique qui est juste à droite, c'est la courbe noire. Hein, vous voyez, il est autour de zéro. Cette courbe est autour de zéro en 2022-2023. Il est globalement stable. Alors, l'information d'un pouvoir d'achat stable, même si on ressentit ces différences, c'est important pour l'économie. Ça veut dire que globalement, la demande, même si ça ne veut pas dire qu'elle va rester équivalente à l'année dernière, un pouvoir d'achat, parce qu'un pouvoir d'achat stable, néanmoins, dans les périodes d'incertitude ou de confiance amoindrie, les personnes vont plutôt épargner que consommer. Pour autant, c'est plutôt rassurant. Et ce qui est surtout rassurant, c'est qu'on va avoir une progression attendue du pouvoir d'achat en 2024 à 1% et en 2025 aussi autour de 1%. Cette hausse du pouvoir d'achat attendue sur les prochaines années est surtout due à la baisse de l'inflation que l'on voit. Hein, c'est le petit histogramme grisé qui est en dessous de la barre de zéro. On voit que ce histogramme grisé diminue, c'est l'inflation qui diminue et qui redonne du pouvoir d'achat aux ménages et donc de la consommation et qui devrait donc tirer notre croissance, on l'a vu, qui devrait être autour de 1,4-1,5% en 2024 et continuer vers 1,5-1,6% en 2025. Voilà sur le rapide, un rapide débrief sur la croissance. Donc, on évite la récession en 2023, c'est ce qu'il faut retenir. On va vers une croissance en 2024 et en 2025. Et l'inflation devrait baisser autour de 4% fin 2023 et vers 2% en 2024-2025. Merci beaucoup, Olivier, pour cette première partie. C'était très clair. Ça le sera tout autant avec Morgane, président de la Fédération bancaire des banques en Vendée, pour la suite des éléments, où on parle là un peu plus financement. Voilà. Qu'en est-il en Vendée, en Pays de la Loire? Merci Samuel. Donc effectivement, pour faire un focus un peu sur le financement et les crédits aux ménages et aux entreprises, on a constaté que dans ce contexte particulier et chahuté, mais soutenu quand même par une dynamique économique intéressante, les encours de crédit aux ménages et aux entreprises a progressé sur un an glissant, sur 12 mois glissants, avec une progression de 5,7% sur l'ensemble du territoire national. Cette progression, on la retrouve donc pour les ménages, pour les entreprises et aussi bien pour les crédits d'investissement que de trésorerie. Dans ces encours de crédit de plus de 3 milliards d'euros, on retrouve les crédits garantis par l'État, les PGE. Si tu veux passer, Samuel, donc en zoomant sur la région, donc, on retrouve cette dynamique également sur la région Pays de Loire, avec un encours global de 140 milliards d'euros qui progresse de 6,8% sur 12 mois glissants. Et sur le département, nous retrouvons près de 25 milliards d'encours qui a progressé également de 6% sur 12 mois glissants. Donc, ce qui illustre
globalement une dynamique économique intéressante et avec une évolution très favorable du financement et des crédits. Alors ensuite, on va zoomer sur. Je veux bien que tu passes au 3e slide, Samuel. Je te remercie. Alors, non, celui d'avant. Voilà. Donc, si on regarde ce qui se passe, parce que donc pour les crédits, donc alors non, celui d'avant, c'était bon. Ouais, super, merci. Alors celui d'après. Juste après, Samuel. Donc là, on était donc sur 25 milliards d'encours pour les crédits entreprises plus ménages, et dont donc. C'est bien celui-ci que tu voulais? Non, celui d'avant. C'est parce que on a un décalage entre le moment où je le passe et le moment où vous le recevez. Il y a un décalage un peu inhabituel. Donc voilà. Ok. Désolé. Bon, je vais continuer donc sans le slide. Donc si on zoome sur les crédits aux entreprises, on a donc plus de 1,3 milliard de crédits aux entreprises, avec là aussi une évolution très favorable. Attendez, il y a quelqu'un qui. Donc là sur ce slide, donc là, j'ai le bon slide, on voit que l'évolution des crédits aux entreprises évolue également. Nous sommes sur une évolution de 6,8% pour le territoire national, 8,7% pour les Pays de Loire et 7,4% pour la Vendée, pour les crédits d'équipement. Ce qui veut dire qu'effectivement, nous restons dans une région très, très dynamique en termes de création de richesses et d'installation d'entreprises, et que la Vendée tire son épingle du jeu. Quand on regarde sur le graphique de droite, on a donc l'évolution du taux de croissance par rapport à nos voisins européens, et on constate que le territoire national est donc au-dessus de la moyenne européenne à 6,7% pour une moyenne à 5,4%, sur une zone euro tirée par l'Allemagne qui est à 10,6%. Et donc on est au-dessus de la moyenne effectivement de la zone euro en termes d'évolution d'encours de crédit aux entreprises. Sur le slide suivant, on va zoomer sur donc les PME. Et là aussi, on constate une bonne dynamique chez nos PME, puisque nous sommes donc sur un encours de 5,69 milliards d'euros, avec là aussi une évolution de plus de 5% sur cette année. Et là, des conditions qui restent favorables, puisque donc on a deux graphiques qui nous benchmarkent par rapport à nos voisins européens de la zone euro. On constate une chose, c'est que sur les 3 dernières années, si on prend le premier semestre 2020, 2021 et 2022, on a un taux d'obtention de crédit bancaire qui est nettement supérieur à nos voisins européens pour les PME, puisque là, en 2022, on était à 77% de crédits obtenus par nos suite à une demande PME, et à des conditions également plus avantageuses, puisqu'on est, malgré la remontée très sensible des taux sur un an, on reste sur une moyenne de taux plus bas que nos partenaires européens. Qu'on peut rajouter, là on est sur le monde d'entreprise. Ce qu'il faut ajouter également, c'est que pour les ménages, on reste aussi sur une tendance forte qui est le financement des ménages à taux fixe. Alors que une grande partie de nos partenaires européens, de nos voisins européens, sont passés en majorité sur les taux variables, qui n'est pas non plus la même, ce ne sont pas les mêmes conditions en termes de risque et de coûts de financement pour les ménages et les entreprises. Pour les TPE, c'est également le même constat. On a une dynamique qui est aussi très soutenue pour les TPE, puisqu'on a aussi un encours qui évolue de plus 5,9% sur un an, avec un encours global qui a évolué à 385 milliards d'euros, donc toujours PGE compris. Là, on constate une demande des crédits pour les TPE en légère inflation, en légère diminution, pardon, entre 2021 et 2022, mais toujours avec un taux d'obtention de même niveau. Voilà, donc ce qu'il faut conclure, c'est que la dynamique est soutenue, puisque les encours sur tous les niveaux d'entreprise continuent à évoluer, et que le taux de délivrance de crédit reste stable,
est supérieur à la moyenne de la zone euro. Sur le dernier slide, Samuel, on va donc faire un zoom sur le prêt garanti par l'État. Alors, on a eu sur le département vendéen près de 6 000 bénéficiaires du PGE sur les 2 dernières années, pour un encours de plus de 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, un tiers de ces crédits garantis par l'État a déjà été remboursé et le remboursement continue à hauteur d'à peu près 2 milliards d'euros par mois. On constate pas enfin, on n'a pas de remarque particulière sur le remboursement des PGE. Les difficultés qu'on peut rencontrer concernent essentiellement des entreprises qui avaient déjà des difficultés structurelles avant la crise Covid et qui retrouvent finalement cette difficulté, alors pas à chaque fois, mais après la crise au moment du remboursement du PGE. Mais on n'a pas de difficultés supplémentaires et on n'a pas un niveau de risque qui a évolué pour l'instant entre l'avant et l'après-crise Covid. Ce qu'on peut préciser, c'est que on a une prolongation donc, du PGE Résilience jusqu'à la fin 2023. Donc le PGE Résilience est destiné aux acteurs qui souffriraient de l'impact du conflit ukrainien. On a un taux de médiation sur le bilan 2022 qui est à peu près, donc on a eu 671 entreprises qui ont demandé une restructuration et les 3/4 de ces entreprises ont obtenu un accord. Également, pour compléter ce dispositif PGE, a été prorogé jusqu'à fin 2023 les PPR, les prêts participatifs relance et les obligations de relance, qui permettent également de soutenir des entreprises qui auraient des difficultés conjoncturelles et qui permettraient donc une relance en termes de financement, puisque dans le détail, donc les PPR, c'est un crédit de 8 ans avec un différé de 4 ans et une garantie par l'État à hauteur de 30%. Voilà. Je ne sais pas si Il y a Olivier une... veut compléter. Oui, Olivier va pouvoir. Il y a une question qui vient hein. Qu'en est-il d'éventuelles conséquences de renégociation d'échéanciers de PGE sur la cote automatique de la BDF? Et c'est justement, et donc sur la confiance des entreprises et la réaction des garants, en particulier sur la construction. Merci Christophe pour cette question. Et c'est justement le point qu'allait ajouter Olivier pour savoir ce qu'il se passait. Donc il va pleinement répondre à cette question. Olivier? Oui, alors comme beaucoup de Merci. restructurations de prêts, lorsqu'il y a une restructuration d'un PGE, ça entraîne automatiquement, parce que c'est une obligation, une déclaration de défaut de la banque concernée à la Banque de France. C'est en fait prêt non performant, hein, c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Et lorsqu'il y a une déclaration de la part du banquier auprès de la Banque de France concernant une restructuration donc de PGE d'une entreprise, ça entraîne un ajustement à la baisse de la cotation. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que la banque, en tant que telle, ne peut plus porter en garantie la créance qu'elle a sur l'entreprise pour se refinancer auprès de la Banque de France. Et donc, c'est ce qui fait qu'on entraîne une baisse de la cotation. Alors, effectivement, c'est gênant parce que une entreprise qui voit sa cotation baisser parce qu'elle a une restauration de PGE, c'est freinant sur le processus, mais pour autant, lorsqu'il n'y a pas le choix, il vaut mieux avoir une baisse de sa cotation que de se retrouver en impasse de trésorerie. Je voudrais quand même dire que 90% des PGE qui ont été accordés à des TPE. Et il faut savoir que les TPE ne sont pas cotées à la Banque de France, on cote les entreprises qu'à partir de 750 000 € de chiffre d'affaires. C'est pourquoi, pour la plupart des entreprises, hein, vous avez bien compris, 90% d'entre elles qui n'ont pas de cotation, la restructuration de leur PGE n'aura aucun, mais vraiment aucun impact sur leur cotation Banque de France, puisque leur cotation Banque de France est neutre et ne sera donc pas touchée par une restructuration d'un PGE.
Parfait, merci beaucoup pour ce complément. Transition toute faite, puisqu'on parle à l'instant, on parlait à l'instant que lorsque les entreprises reformatent leur PGE, pour ne pas dire le restructure, il y a un impact sur la cotation BDF pour les entreprises de plus de 750 000 euros. Eh bien, ça nous embarque directement sur quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, et Olivier va nous en parler tout de suite, puisque une deuxième cotation va intervenir en 2024, notamment liée à la stratégie de décarbonation. Donc, bien, voilà qui est fait. Nous interviendront ensuite à nouveau Morgane et puis Nadège pour l'angle FBF et donc l'impact de cette décarbonation sur les financements avec l'obligation d'avoir aujourd'hui une stratégie. Ça ne peut pas se faire, je sais que ça fait 3 fois que je le redis, mais ça me paraît être important s'il y avait encore des prises de conscience qui devaient être à renforcer. Olivier, indicateur climat donc. Alors ton micro est fermé, Olivier. Merci beaucoup. Donc ça veut dire que tu ne lis pas sur les lèvres. Heu, pardon. Oui, l'indicateur climat, c'est, quelque chose que l'on est en train d'expérimenter, que l'on est en train de mettre en place. Pourquoi? Vous le savez, aujourd'hui, il y a un enjeu, global, hein, mondial, j'allais dire, hein, de décarbonation et toutes les entreprises aujourd'hui doivent se poser la question sur leur impact carbone et l'impact que ça peut avoir si effectivement elles ne sont pas adaptées sur leur modèle économique. Aujourd'hui, la Banque de France a donc décidé d'expérimenter en fait, hein, la construction d'un nouvel indicateur, hein, et c'est quoi? C'est une mesure de l'exposition des entreprises aux risques climatiques. Cette mesure, elle va être effectuée selon 3 dimensions. Sur le slide suivant, Samuel, l'approche qui va être faite, et qui est en cours d'ailleurs, hein, puisque cette année, nous travaillons sur, en France, 1 300 entreprises. Donc vous voyez, ça reste encore embryonnaire, mais ça va aller très, très vite et de manière crescendo. Nous travaillons l'indicateur climat selon 3 dimensions. La première dimension, c'est le risque de transition. La deuxième dimension, c'est le risque physique. Et la troisième, c'est la maturité. Alors, j'attends juste que le slide, avance. Les risques de transition et les risques physiques, hein, ce sont des éléments très quantitatifs, hein, que l'on va mesurer et on va avoir une approche très objective sur ces 2 risques-là. La notion de maturité, c'est de voir comment l'entreprise effectivement est préparée, à cette évolution et cette prise en compte, de l'évolution et de son exposition, au climat et aux évolutions du climat. Sur le slide suivant, donc sur le risque de transition, en fait, c'est s'assurer que, l'entreprise a bien mis en place une trajectoire de décarbonation. Alors vous voyez, on parle vraiment de notion de carbone, hein. On se limite aujourd'hui, et c'est déjà beaucoup, hein, à la notion de décarbonation. On va pas jusqu'à toute la notion RSE, mais la notion de décarbonation pour nous est importante et on va déterminer une trajectoire de décarbonation. C'est la fameuse courbe bleue que vous voyez, que l'on va comparer à la courbe orange qui, elle, a été effectuée par l'ADEME. Donc, selon votre secteur d'activité, vous allez dépendre d'une cible sectorielle de décarbonation, hein, qui est propre à votre secteur en fonction des critères qui sont prévus par l'ADEME. L'ADEME, c'est l'organisme français, hein, pour la transition énergétique. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et nous, avec un questionnaire, nous allons voir ce qui est mis en place dans votre entreprise pour justement suivre ou non cette cible qui a été prévue par l'ADEME. Et vous voyez que si la trajectoire est descendante, c'est plutôt positif. Et après, on va mesurer le gap qui existe entre votre trajectoire et celle qui est prévue par l'ADEME, ce qui va nous permettre après d'avoir un indicateur sur votre avancement sur cette transition. Sur le slide suivant, après les courbes, au-delà du risque de transition, on va aussi s'intéresser au risque météorologique, c'est-à-dire qu'on va, avec une carte qui est issue de Météo France, vérifier quels sont les risques auxquels votre entreprise ou vos établissements, si vous avez plusieurs établissements, vous êtes soumis en termes météorologiques. Ça peut être un risque de submersion, un risque d'inondation, un risque de canicule plus ou moins avéré
plus on est dans le sud de la France, on s'imagine que la canicule peut être de plus en plus forte, et surtout comment vous y êtes préparé. Donc ça, c'est pareil, c'est une mesure objective, objective qui va être intégrée en plus du risque de transition de cette fameuse courbe de décarbonation qui va être intégrée dans notre analyse. Alors aujourd'hui, on y va avec beaucoup d'humilité, hein. On essaye de travailler, un, en collaboration avec les entreprises, et deux, en collaboration avec les spécialistes, et je vous citais l'ADEME et Météo France, qui sont des spécialistes climatiques sur lesquels on va s'appuyer. Donc la mesure, elle est objective, vraiment objective. On va ajouter une appréciation qualitative. Pour autant, c'est votre maturité, la maturité de l'entreprise face à l'appréhension de ce risque-là. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous avez aujourd'hui déjà mis en place certaines choses ou réfléchi à certaines choses? Quelles sont les actions qui seront ou vont être menées pour atteindre cette fameuse cible de décarbonation? Tous les scopes, et alors certains voient de que je ce qu'on peut ce que veut dire les différents scopes. Les scopes, c'est le scope 1, scope 2, c'est tout ce qui concerne l'entreprise, hein, dans la production de ces produits, et donc le carbone qu'elle utilise ou qu'elle émet plutôt en faisant sa propre production. Mais on va aussi intégrer ce que l'on appelle le scope 3, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise s'approvisionne en amont. Donc, si elle s'approvisionne auprès de fournisseurs qui sont éloignés. Quand on s'approvisionne en Chine, on imagine bien que le taux de carbone est plus important. Ça va être aussi la nature des approvisionnements. Lorsqu'on s'approvisionne sur des matières qui sont très carbonées, donc ça fait partie du scope 3, donc ça va intégrer et j'allais dire avoir un impact sur l'intensité carbone de l'entreprise. Et pareil, on va aussi aller voir en aval, donc au niveau des clients, quel est l'impact carbone au niveau des clients. Donc tous les scopes, scope 1, scope 2 qui concernent l'entreprise et la fabrication de l'entreprise, et scope 3 en aval et en amont d'entreprise, vont être intégrés dans l'indicateur climat. Alors, Samuel disait 2024. 2024, c'est en tout cas, on finalisera cette expérimentation et puis on pourra effectivement, à l'issue de ce test terrain sur le slide suivant, Samuel, pouvoir déterminer effectivement comment aujourd'hui l'impact climat peut avoir un impact éventuel sur le risque financier de l'entreprise. C'est tout le travail que l'on va faire. Donc, les 1250 entreprises vont bénéficier de cet indicateur climat. Il restera, j'allais dire, confidentiel entre eux et nous. Il ne sera pas encore mis à disposition de la sphère financière, c'est-à-dire des banquiers. Nous travaillerons après pour voir s'il y a une corrélation entre un risque climatique et un risque financier. On peut quand même imaginer effectivement que si on a un taux de carbone important, que les clients, dans certains cas, puissent se détourner de vos produits parce qu'ils sont trop carbonés. Donc, on est conscient et on pense qu'effectivement, le risque climatique a un impact sur le risque financier. Pour autant, il va falloir trouver la corrélation. Aujourd'hui, en tout cas sur les premières expérimentations, deux indicateurs cohabiteront, la cotation Banque de France financière et l'indicateur climat. Ce seront deux indicateurs côte à côte. À terme, ils ont vocation à être scindés pour avoir un indicateur synthétique. Alors sur le slide suivant, ce que l'on dit, c'est que l'indicateur climat, ce n'est pas un label. Il en existe, hein, il en existe plusieurs. C'est vraiment une mesure dite objective basée sur ce que je vous disais, hein, la méthodologie ACT de l'ADEME. L'idée, en fait, hein, sur le slide suivant, c'est qu'on puisse, un, pour l'entreprise, avoir une information sur son exposition au risque climatique et surtout sa comparaison par rapport à son secteur, hein. C'est les fameuses deux courbes que je vous indiquais, hein, celle qui est pour l'entreprise et celle qui est prévue par l'ADEME, et voir comment on se situe. Pour la Banque de France, je vous le disais, hein, ça va s'ajouter à la cotation Banque de France. Et pour les banques, à terme, lorsque ce sera diffusé aux banques, ça leur permettra de l'intégrer dans leur système d'information et de le prendre en compte ou pas, hein, ça dépendra de la stratégie de chaque banque, dans l'appréciation du risque qu'elles ont avec vous, et dans l'appréciation des financements qu'elles pourraient vous accorder. Mais je crois qu'on va pouvoir en parler juste après.
Exactement, merci beaucoup Olivier. Voilà, on enchaîne directement parce que même si là, on tient avec vous aujourd'hui à être dans une sensibilisation forte à cette conduite et à ce cheminement de décarbonation, il est évident que même si la Banque de France ne fournira pas tout de suite cette cotation, comme vient de le dire Olivier, ils y travaillent déjà. Et donc, là, cette fois, c'est effectivement Morgane et Nadège qui vont reprendre la main pour vous donner l'éclairage nécessaire aux attendus aujourd'hui pour accompagner vos financements sur l'innovation et sur vos stratégies de développement. C'est parti, Morgane? Ouais, c'est parti. Alors effectivement, l'ensemble des banques s'engagent fortement dans le financement et l'accompagnement de la transition énergétique. Ça peut s'illustrer d'abord par 3 engagements. La première, ça a été dès 2011, en fait, si vous voulez, les banques ont volontairement fait des exclusions en termes de secteurs d'activité et de financement, comme par exemple les gaz à effet de schiste ou tout ce qui était hydrocarbures non conventionnels. La deuxième étape a été un accompagnement fort sur tout ce qui était financement de la transition ou l'adaptation au changement climatique. Et là, on voit que les banques françaises, en fait, sont parmi les leaders. Avec un financement, alors si on prend quelques chiffres, on a donc plus de 100 milliards, les encours de crédit vert et durable représentent 100 milliards d'euros, soit une évolution sur un an de 32. Donc une vraie accélération sur ces dernières années, et plus de 29 milliards destinés aux nouveaux prêts qualifiés de verts ou durables. Avec plus de 42 milliards d'euros, les encours de financement des projets d'énergie renouvelable sont supérieurs largement à la moyenne et on note également plus de 14 milliards de nouveaux financements en 2021 uniquement sur les énergies renouvelables. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie volonté des banques d'accompagner la transition énergétique en s'investissant en fait à 2 niveaux. La première, c'est en augmentant son investissement sur les secteurs de la transition, mais également, et ça c'est le point important qui vous intéresse, c'est d'accompagner nos clients, comme le disait Olivier, donc il faut financer la transformation et la trajectoire pour obtenir une trajectoire favorable à la décarbonisation. Là aussi, on va constater, et on va mesurer donc, sur le slide suivant qu'effectivement, à différents niveaux, les banques, s'engagent soit par des engagements de volume de financement, soit des engagements pour accompagner, ses clients ou alors, hem, en s'impliquant et en faisant évoluer, les gouvernances, notamment en s'organisant et en adaptant sa gouvernance aux formations internes. Hem, Là aussi, on constate que le mouvement des banques françaises n'est pas, évidemment, est accompagné par l'ensemble des banques européennes ou internationales et que toutes les banques, aujourd'hui, affichent des engagements et des ambitions qui vont leur permettre, d'avoir un objectif suivi. Hem, ensuite, on va rentrer, dans le détail je vais laisser la parole à Nadège qui va rentrer, dans le détail de la réglementation et du financement qui vous concerne. Alors, Heu, oui, Morgane, ouais. ce que l'on peut préciser, voilà, sur ces éléments, ce qui est important à connaître, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est que, il y a une grande alliance qui a été créée il y a quelques années, sous l'égide de l'Union européenne qui s'appelle la NZBA, la Net Zero Balance Alliance. Cette alliance, c'est quoi? Ce sont des groupes bancaires qui se sont, engagés pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Cette, ambition-là, elle est complètement en lien avec l'ambition de maintenir, enfin en tout cas de limiter l'évolution de la température, mondiale à 1,5 degré. Et il faut savoir qu'au niveau français, puisque c'est donc une union, internationale, vous avez, 6 grands groupes bancaires qui font partie de cette alliance, dont 3 qui sont membres fondateurs, qui sont BNP Paribas, Société Générale, Banque Postale et à leur côté, Crédit Mutuel avec Arkéa également en complément, mais le groupe BPCE et ainsi que le Crédit Agricole. Voilà, ces 6 grandes banques qui ont pris, ces engagements-là et qu'est-ce que ça veut dire, zéro émission nette, puisque c'est le terme dont il est question? C'est de passer, non pas d'une simple logique d'exclusion, comme l'a évoqué, Morgane,
avec des politiques spécifiques de crédit, effectivement, limitation des investissements dans des secteurs d'activité, mais bien à l'accompagnement qui est indispensable de la transition de l'ensemble des secteurs émissifs vers une économie décarbonée. Donc, c'est vraiment une logique de trajectoire de décarbonation. Tout ça, au-delà du panorama international, ça s'inscrit également dans une réglementation internationale, européenne, dont je vous passe l'ensemble du cadre qui est extrêmement large, et également français. Mais vous avez sur cet écran quelques grands éléments de la réglementation. Alors, je ne vais pas tous les détailler dans l'immédiat, mais pour certains, vous en connaissez déjà, hein, qui est la loi Elan sur l'immobilier, la loi d'orientation, la loi LOM depuis 2019 sur tout ce qui est mobilité durable, la loi AGEC sur le gaspillage, donc la loi zéro déchet, tout ce qui est climat et résilience, la taxonomie européenne et la directive CSRD. Donc en fait, au-delà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà des convictions personnelles que tout un chacun peut avoir, toutes les entreprises finalement, tous secteurs confondus, peuvent être concernés, sont concernés finalement directement ou indirectement à travers ces lois, mais également à travers les relations qu'elles peuvent avoir avec plus grands groupes, puisque certaines lois ne s'appliquent qu'à certains secteurs d'activité ou qu'à certaines tailles d'entreprise, mais indirectement, avec ce qu'a évoqué Olivier tout à l'heure, les différents scopes, hein, quand une grande entreprise fait son bilan carbone et regarde son scope 3 et donc l'amont et l'aval de son activité, eh bien, si vous êtes fournisseur de grands groupes, vous pouvez complètement être concerné par cette volonté de décarbonation. Et c'est là où c'est très important pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de s'engager dans ces transformations. Concernant plus particulièrement sur le slide suivant, la loi, la réglementation CSRD, donc c'est une directive européenne qui va entériner en fait l'obligation de reporting extra-financier de niveau européen. Alors, c'est une obligation qui va s'inscrire en plusieurs temps, plusieurs étapes. La première étape, c'est pour les plus grands groupes, hein, c'est à partir du 1er janvier 2025 pour les entreprises qui étaient déjà soumises à une directive antérieure qui était la NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, donc on parle bien de reporting extra-financier, et qui s'appliquera donc au 1er janvier 2025 pour les entreprises de plus de 500 salariés, mais sur leur réalisation de 2024. Donc 2024, c'est demain. Donc pour ces entreprises-là, elles ont l'obligation dès à présent de préparer leur reporting extra-financier. Puis petit à petit, 2026 et enfin 2027, on descendra sur les PME cotées, donc plusieurs stades d'entreprise. Côté bancaire, ce qui est important en fait à savoir, en lien finalement avec ces réglementations et comment les banques aujourd'hui fonctionnent, d'une part dans l'accompagnement par les crédits, mais d'autre part par leur analyse de financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, les banques, alors je préfère qu'on reste à ce moment pour le moment sur le slide précédent, les banques mettent en place en fait un certain nombre de grilles, de critères d'analyse. Pour les plus grands groupes, en prévision de la future CSRD, la plupart des établissements bancaires aujourd'hui ont en place des grilles d'analyse. Alors, pour certaines, il y a beaucoup d'acronymes et d'anglicismes. On parle d'ESG assessment, donc d'évaluation RSE, donc qui touche de nombreux critères, mais qui permettent, alors qui sont souvent internes, hein, vous n'avez pas le détail de ces questions-là, mais qui vont porter sur généralement 5 grands piliers pour déterminer quelle est l'évaluation de vos risques et le niveau de transformation de votre groupe. Ces piliers, c'est la gouvernance et l'éthique. Donc, on sort de la décarbonation, mais ce sont des points qui sont importants. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a une question mais qui a été retirée sur l'aspect RSE. Donc, il y a la décarbonation, mais il y a la logique de RSE au sens large. Donc, la gouvernance et l'éthique, les droits de l'homme, que ce soit tant pour les salariés, mais également pour les populations locales, pour les entreprises qui produisent à l'étranger ou qui importent des produits, et également pour les consommateurs, la bonne information du consommateur sur les produits. Et puis les 2 derniers piliers qui sont plus particulièrement l'objet de l'échange aujourd'hui, le climat et le dernier, la pollution et la biodiversité. Donc la biodiversité, on continue d'aller encore plus loin. Donc ces grilles d'assessment, d'ESG assessment aujourd'hui, elles sont plutôt sur les grands groupes. Petit à petit, compte tenu des obligations auxquelles les entreprises d'une part, mais les établissements bancaires et financiers sont également soumis, elles vont être de plus en plus réalisées sur des entreprises de plus petite taille.
Le deuxième point, au-delà de ces grilles assez larges, il faut savoir que dans les banques, aujourd'hui, la plupart des demandes de crédit qui sont réalisées font l'objet d'un zoom plus particulier sur l'ensemble des risques que l'on a déjà évoqués. Donc aujourd'hui, ce n'est pas complètement exclusif, ça n'exclut pas complètement l'accompagnement au crédit. En revanche, si on considère qu'une banque n'a pas engagé aujourd'hui sa transformation ou en tout cas présente des risques qui sont trop importants, il faut bien avoir en tête que progressivement, ça pourrait l'exclure de l'accès au crédit bancaire. Donc, c'est des points voilà, qui rentrent complètement dans le mode de fonctionnement des entreprises. Et puis, pour accompagner justement les entreprises de plus petite taille qui progressivement sont concernées, la plupart des établissements, là aussi, mettent en place des systèmes d'autodiagnostic RSE qui permettent aux entreprises de pouvoir se positionner, en tout cas de pouvoir, qui sont une introduction pardon, en matière de réflexion, de démarche RSE et de transformation, voilà, qui aident les dirigeants, les chefs d'entreprise à se positionner, à réfléchir sur ces sujets-là. Concernant l'offre, plus particulièrement l'offre bancaire, puisqu'on a parlé de la réglementation et de comment les banques analysent les crédits, il y a aussi finalement les sous-jacents et comment on accompagne les entreprises par des financements plus accommodants et comment tout ça est regardé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, simplement ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'offre bancaire, elle peut s'appuyer sur deux grands piliers, à la fois ce qui va être les prêts avec des sous-jacents, les crédits d'une manière générale avec des sous-jacents qui vont être soit green, donc vert, soit en matière d'efficacité énergétique, de financement des énergies renouvelables. Voilà, donc ces sous-jacents sont bien identifiés. Les banques ont aussi leurs obligations de reporting et donc elles sont largement incitées à accompagner la transformation des entreprises et la décarbonation de l'économie d'une manière générale. Donc il y a des volumes très significatifs qui sont engagés sur ces prêts verts. Il y a également ce qu'on appelle les social loans, donc tout ce qui est à terme social, c'est tout ce qui va être à impact. Donc là, avec un sous-jacent impact, hein, une notion que vous pouvez parfaitement identifier, bah, c'est tout ce qui est financement, par exemple, des logements sociaux. Et puis, une nouvelle catégorie qui est rentrée en ligne de compte il y a déjà 4-5 ans, c'est ce qu'on appelle les Sustainability Linked Bonds ou Linked Loans. Là, le sous-jacent est moins regardé, c'est-à-dire qu'on parle du développement d'une manière générale de l'entreprise, des investissements qui vont être réalisés ou d'opérations financières. En revanche, dans l'encadrement du crédit qui va être accordé à l'entreprise ou au groupe que l'on a face à nous, vont être intégrés des KPI, des indicateurs de suivi très précis, déterminés avec l'entreprise, mais que les établissements bancaires vont bien entendu challenger, hein. C'est pas fait au doigt mouillé, c'est avec des experts sectoriels que l'on a. Donc, on va intégrer des indicateurs qui soient à la fois sociétaux et environnementaux. Donc, l'entreprise va s'engager sur ces indicateurs avec une courbe d'amélioration sur la durée du crédit. Si les indicateurs sont réalisés, dans ce cas-là, eh bien, son prêt sera bonifié. Si les indicateurs ne seront pas réalisés, les conditions du prêt seront dégradées. Voilà, donc c'est des éléments incitatifs forts qui sont mis sur la place. Ensuite, vous aviez un panorama sur les émissions obligataires. Alors, je ne vais peut-être pas, si vous voulez bien passer au slide suivant. On reprenait, mais je pense que j'ai décrit déjà les principaux éléments. Peut-être le slide 32, Samuel. Voilà, dans les grands éléments. Alors là, on a les émissions obligataires et puis 2 slides suivants, je vais vous montrer également les prêts aux entreprises et les projets. Ce qu'il faut retenir, c'est que les banques françaises, pardon, sont particulièrement investies dans le développement et dans la mise en œuvre du financement de la transition. On a dans le top 15 mondial, généralement 4 à 5 établissements, puisqu'il y a HSBC qui ressort, mais HSBC, donc sa partie continentale Europe. Mais généralement 4 grands groupes bancaires qui sont dans les plus importants niveaux. Si vous pouvez passer au dernier slide, au 34, Samuel, on peut voir effectivement. Voilà, les places des principales banques bancaires, donc dans les 15 mondiales, avec 225 milliards d'obligations vertes et durables, notamment, qui ont été structurées en 2021. Et sur le plan du financement également, ce sont à peu près 6 milliards sur 33 milliards du top 15. Donc c'est quand même des investissements qui sont significatifs quand on prend la part des banques françaises dans le poids mondial.
Voilà, j'en ai terminé pour cette partie-là. Sauf s'il y a des questions, et je n'ai pas regardé. Voilà, exactement. Question alors, est-ce que Ludovic de Garquet, entreprise Digitemis, est-ce que la réponse d'Olivier convient? Voilà, on peut réouvrir les micros. Oui, très bien, merci. Après, peut-être une question sur les autodiagnostics. On en a parlé. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme autodiagnostic? Alors, quand on parle d'autodiagnostic, il y a différentes choses. Il y a des choses assez basiques. Alors, c'est vrai que là, j'ai la casquette BNP Paribas, j'interviens aux côtés de Morgane pour la FBF, mais donc j'ai la connaissance effectivement de ce que BNP Paribas fait. Je sais que d'autres banques progressivement le font. Donc là, il y a un autodiagnostic notamment que nous avons préparé, que nous ouvrons à nos clients, sur lesquels ils vont compléter une quinzaine de questions. Et c'est vraiment une logique de positionnement avec des questions qui vont porter, voilà, c'est aujourd'hui, est-ce que l'entreprise mesure déjà son empreinte carbone? Dans quel scope? Parce qu'effectivement, est-ce qu'on reste sur les premiers stades, les scopes 1, 2 ou 3? Politique de gestion des déchets, enfin, est-ce que l'entreprise est créatrice d'emplois sur le territoire, si on va au sens plus large? Donc, on est vraiment sur des choses plus larges. Ces autodiagnostics, c'est vraiment des indicateurs, comme je l'ai dit, de positionnement. Après, pour aller plus loin, vous avez également un certain nombre d'entreprises qui réalisent des notations extra-financières qui sont reconnues sur la place. Plusieurs acteurs sont connus, notamment Etifinance, mais également Ecovadis, qui est un des plus reconnus. Là aussi, vos partenaires bancaires les connaissent bien et peuvent vous accompagner pour vous mettre en relation. L'intérêt de ces notations extra-financières, c'est quoi? C'est d'avoir une note réalisée chaque année, une note qui est parfaitement objective, hein, là aussi, qui est sur un certain nombre de critères, sur de la documentation que vous allez remettre à Ecovadis, qui va être pilotée, regardée. Et donc, chaque année, vous engagez également à remettre la documentation et voir comment vous vous positionnez. L'intérêt de groupes comme cela, de notation extra-financière, c'est qu'ils vous permettent de vous positionner et de vous comparer finalement à vos pairs, d'une part, mais également, tout à l'heure, je parlais de l'évolution de la réglementation qui pourrait toucher toutes les entreprises et notamment les plus petites qui travaillent avec les grands groupes. Aujourd'hui, les grands groupes qui sont soumis aux réglementations vont regarder la notation extra-financière pour beaucoup de leurs partenaires également. Ça peut les aider à réaliser leur bilan carbone, à se positionner par rapport à leurs engagements et aux obligations de CSRD. Et donc, ça vous permet parfois de répondre à des appels d'offres, ou en tout cas d'avoir un critère plus favorable qui puisse vous accompagner. Et si toutefois vous vous rendez compte que finalement votre position et votre note extra-financière n'est pas tout à fait de bon niveau, ou en tout cas a matière à être améliorée, dans ce cas-là, ces structures-là peuvent aussi vous diriger vers d'autres groupes qui vous aideront à engager une démarche d'amélioration. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Sûrement. Oui. Sûrement. Et auquel Merci. cas, alors après, il ne faut pas que cela dérange, mais il pourrait être intéressant, pourquoi pas, qu'on mette le lien du diagnostic, si tant est qu'il y ait des sujets qui ne soient pas confidentiels, mais par exemple en lien Pas du Teams, tout. cela, si on peut le mettre, au moins pour tous ceux qui nous avaient rejoints pendant cette visio, eh bien d'avoir voilà, ce à quoi ça ressemble par rapport à ce que vous venez de dire, Nadège. Je vais le mettre dans le lien, effectivement. Oui, celui-ci n'est pas confidentiel. Autant le questionnaire interne est totalement confidentiel pour les banques. Voilà. Voilà, bon bah très bien. Bon, comme ça on le glisse et comme ça sera bien. à disposition de ceux qui le souhaitent. Un grand merci. Y a-t-il d'autres questions? Il y a déjà des merci effectivement qui s'affichent et vous avez tout à fait raison. Voilà, parce que le timing est bien fait. Un mot de conclusion, Olivier, avant de passer la main à Morgane? En conclusion, vous voyez qu'on est tous en train de s'engager vers l'analyse, en tout cas, du taux de décarbonation de l'entreprise, hein, même de manière un peu plus large lorsqu'on prend la RSE. Sachez qu'on a compris l'erreur qu'on a faite lorsqu'on vous a interrogé sur tout ce qui était lutte contre le blanchiment. On a interrogé les entreprises, il y avait plusieurs questionnaires qui arrivaient. On est en train de se mettre d'accord avec la Fédération bancaire française pour qu'on ait un questionnaire commun, notamment à destination des PME, pour que vous n'ayez à répondre qu'une seule fois aux mêmes questions lorsque vous serez engagé vers la décarbonation. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, je profite, il y a une question, voilà. Laurent Drachkowski souhaitait intervenir. Il y avait une main Oui. levée, me semble-t-il. Oui, bonjour. Laurent, avec Merci plaisir pour la effectivement pour question. la clarté. On terminera avec celle-ci.
Voilà, merci pour la clarté de l'intervention. C'est une simple question, plutôt réflexion. Est-ce que aujourd'hui, vous ne craignez pas une succession un petit peu de modèles, puisque vous avez abordé tout à l'heure la partie RSE, voilà, des plusieurs modèles qui éventuellement peuvent venir court-circuiter indirectement par rapport à la complexité de l'ensemble. Voilà, c'est plus une question réflexion, mais je vous la livre. Je rouvre le micro quand vous entendez modèle, c'est-à-dire quand on parle de questionnaire d'analyse ou je n'ai pas saisi finalement le fond du propos. Oui, en fait, c'est la juxtaposition de Ouais. plusieurs démarches qui aujourd'hui sont aussi des démarches incitatives et puis qui doivent servir l'ensemble des entreprises. Moi, je suis très attaché à la partie RSE. On se rend compte que les entreprises aujourd'hui sont plutôt dans des démarches déjà d'implication pour évaluer ces premières capacités de comprendre ne serait-ce que ce qui est déjà RSE ou pas. Et c'est vrai que plus on va mettre des dispositifs qui finalement n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Et puis, voilà, je reste un petit peu interrogatif sur le principe d'engager l'entreprise dans plusieurs dispositifs. Voilà, mais encore une fois, c'est plus une question réflexion qui amène suite à la présentation très intéressante que vous avez faite. Oui, ce que je peux juste rajouter, c'est effectivement, enfin, je crois qu'on l'a tous évoqué à différents moments, c'est que on a une vision financière qui nous dit que dans le monde tel qu'il évolue, il est impératif que les entreprises finalement se transforment, prennent conscience de leurs enjeux en termes d'impact, que ce soit environnemental, la décarbonation, c'était le cœur du sujet aujourd'hui, mais également sociétal et à travers également leur gouvernance, puisque pour avoir cette transformation-là, il faut bien que ce soit les dirigeants en tout cas, qui l'impulsent, qui aient une conviction forte et qui l'entraînent. Mais si il n'y a pas de transformation, on l'a dit tout à l'heure, il y aura aussi également de nouveaux acteurs, de nouveaux risques qui vont intervenir, les risques climatiques ou autres. Et donc, il y a une nécessité voilà, d'engager cette transformation d'une manière générale. Finalement, la démarche doit être initiée le plus tôt possible. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il faut non pas choisir ses combats, parce que tous sont importants, mais peut-être les prioriser en fonction de son positionnement et de ses marchés et des enjeux que ça peut représenter. Merci beaucoup, Morgane. Merci, Nadège. Merci, Merci. Laurent. Laurent, qui est le directeur de l'attractivité et de l'emploi sur Vendée Grand Sud, notamment le grand territoire de Fontenay-le-Comte. Voilà, donc c'était pour préciser pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Morgane? Juste deux mots pour finir. C'est vrai qu'on peut. Enfin, ce qui est quand même très positif, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être dans une énergie très positive de transformation, qu'il y a une vraie volonté de la part de vous, les dirigeants, d'évoluer et de se transformer. Et je trouve que les travaux qui ont été un peu annoncés par Olivier de la Banque de France, plus la volonté de chacun et des différents partenaires, œuvrent tous dans le même sens et on sent vraiment que voilà, c'est concrètement et ça évolue vraiment dans le bon sens et nous, les partenaires bancaires, on est là pour vous accompagner dans cette courbe du changement. On t'entend pas, Samuel. Ouais. Samuel, on t'entend pas. Avec le micro, ça sera bien mieux, effectivement. Donc, merci. Je voulais simplement évoquer le fait que tout cela, c'est visible à nouveau en replay pour ceux qui étaient présents, mais aussi pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. N'hésitez pas à transmettre le message. C'est sur le YouTube MEDEF Vendée, donc ouvert à tous en open source. Donc, pas de souci là-dessus. Prochain rendez-vous, ça sera le 22 mai. Le 22 mai, puisque le lundi 1er mai, je pense que nous pourrons vaquer à d'autres occupations que d'avoir une visio lundi MEDEF. Vous le comprendrez. Donc, on a décalé au 22 mai. Et là, c'est une intervention de Bernard Pontreau, président du tribunal de commerce, accompagné de son vice-président Alain Clément, qui nous fera un point d'étape sur le premier quadrimestre, quelques petits éléments sur 2022, mais que vous avez tous eu vraisemblablement. Et si vous ne les avez pas eu, on fera un petit flashback. Mais surtout, on parlera de ce premier quadrimestre 2023 pour ce qu'il en est
eh bien des entreprises qui connaissent parfois quelques difficultés ou qui doivent s'inscrire dans de la conciliation, mandat ad hoc, que sais-je encore. Et donc, ça peut être effectivement particulièrement pertinent pour faire un point d'étape sur cette année qui était annoncée difficile et qui finalement se crispe un petit peu, mais pour l'instant, heureusement, ça se comporte plutôt bien au dernier échange que j'ai pu avoir avec Bernard Pontreau et Alain Clément. Simplement pour dire, un dernier point d'information, parce qu'il est important, nous avons parlé inflation en tout début avec le point conjoncture que nous a fait Olivier, et accompagné par Morgane. Et donc, en l'occurrence, simplement pour vous dire que en ce qui concerne l'énergie, et notamment l'électricité, pour les fournisseurs électricité, eh bien, il y a eu une décision la semaine dernière assez importante pour ceux qui n'auraient pas encore complété leur attestation, parce qu'il faut compléter, quelle que soit l'entreprise, son attestation pour ceux qui ont droit au bouclier, à l'amortisseur, mais aussi pour le guichet d'aide quand on appelle le conseiller à la sortie de crise, en l'occurrence pour le département de la Vendée, Magali Girard et ses équipes. Et donc, l'attestation qui devait être terminée, si je puis dire, l'envoi de l'attestation qui ne devait plus être pris en compte après le 31 mars, et nous sommes aujourd'hui tout début avril, eh bien, a été prorogée la semaine dernière jusqu'au 30 juin 2023 pour tous les contrats 2022 et début 2023. Donc, prenez cela en compte. C'est une information qu'il était utile de partager. Et pour les contrats souscrits d'énergie et d'électricité après le 23, l'attestation doit être retournée cette fois sous un mois après la date de prise d'effet du contrat. Donc, il y a eu quelques petites modifications qui ont été faites, un petit peu plus de largesse, si je puis dire, et tant mieux, c'était bien de le partager. Un grand merci à tous, merci Nadège, merci Morgane, merci Olivier de votre intervention. Et puis, écoutez, on peut rester une minute en plus, et puis sinon, à tous nos invités, encore merci à vous, très bel après-midi, et à très bientôt. Voilà, je vois déjà que ça nous quitte et avec tous les remerciements qui vont bien. À très vite.